Président Daf Mafoula, déjà, bonjour et merci. Merci à vous d'accepter de jouer le jeu sur ce plateau de TV Postcast. Je vous trouve très en forme. Hein. Merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Je pense que, comme vous me voyez, je suis en forme. Très en forme. Moi, je l'ai dit au superlatif absolu, très en forme. C'est une bonne chose que je sois Vous marchez martialement. Mais je n'ai pas de problème, moi, de santé. Je m'arrange à ce que... je m'arrange à faire mon sport chaque matin et je crois que c'est le résultat de mes activités sportives, simplement. Avant de démarrer cette émission, moi, je voulais savoir, vous avez quelle formation professionnelle? Je suis économiste de formation. J'ai fait l'économie de l'entreprise. J'ai fait aussi ressources humaines. Et puis, j'ai fait un peu de communication aussi. Vous interprétez la synthèse de la société. Enfin, si vous le dites. C'est pour ça que vous avez réponse à tout. Pas du tout, je ne peux pas avoir réponse à tout. Vous savez, si je peux répondre à une question, je réponds, mais je ne pense pas avoir réponse à tout. Et ça m'arrive très souvent de consulter les autres lorsque je suis buté à une réflexion, à une interrogation qui nécessite à ce que je fasse appel aux autres qui sont meilleurs dans le domaine. Vous avez dû buter, et c'est bien d'ailleurs de toujours demander conseil, parce que vous êtes quelqu'un qui doit forcément être entouré. Et d'ailleurs, parce qu'on ne pourra pas les voir, je vous ai vu venir avec les vôtres autour de vous. Voilà, vous avez dit buter, vous avez buté à la présidentielle, mais aux législatives aussi. C'est comme si vous ne faites pas encore le poids. Ça, c'est vous qui le dites. Et je pense que vous ne prenez pas en considération le contexte. Allez-y. Le contexte congolais, Lequel? Le contexte politique congolais. Vous savez, une élection ici au Congo ne dépend pas de la volonté du candidat et surtout pas de la volonté des électeurs. J'ai participé à une élection présidentielle. Cette élection, je l'ai perdue. J'ai participé à deux autres élections qui sont des élections législatives. La première élection législative, c'est une élection législative de 2017. La deuxième, la toute dernière, c'est l'élection législative de 2022. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai participé à 3 élections, j'en ai perdu une. Les 2 autres ont été braquées. Et ça, c'est la force du PCT. Vous savez que ça ne dépend pas de vous, mais vous participez quand même. Mais écoutez... Parce que braqué, vous saviez déjà. Non. C'est comme si... Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Nous voulons faire toujours la démonstration que dans ce pays, il y a des gens qui se lèvent pour aller changer des choses. Il y a des gens qui se lèvent parce qu'ils ont une vision pour ce pays. Ils veulent que le pays avance. Mais de l'autre côté, nous avons un parti qui dirige notre pays, qui s'appelle le PCT, et qui est toujours dans cette philosophie de braquage, cette philosophie comment je peux dire? J'ai pas envie de dire voler une élection, mais généralement c'est ça. Donc je prends mon cas. 2017, vous allez à Lukolela, vous posez la question à tous ceux qui ont voté à Lukolela, les gens vont vous dire la vérité. La vérité, vous en étiez le vainqueur. La vérité, c'est que j'ai gagné cette élection en 2017 à Lukolela. La deuxième élection, c'est l'élection présidentielle que je n'ai pas gagnée. D'ailleurs, moi, j'ai reconnu ma défaite. La troisième élection, c'est une élection législative que j'ai gagnée à Mosaka. Vous êtes journaliste. Une deuxième fois encore. Vous pouvez aller à Mosaka. Et là encore, c'était un autre braquage. Et donc, je peux vous garantir aujourd'hui que les élections, j'en ai gagné. Mais la décision, c'est un peu le PCT avec sa manière de faire. Vous êtes là en train de me dire, le PCT vous a volé 2 fois. Bien évidemment, ce n'est pas un secret pour les Congolais. Peut-être ceux qui sont à Brazzaville qui ne connaissent pas la réalité, mais je vous dis, faites un tour à Mosaka, posez la question, qui a réellement gagné l'élection législative de 2022 à Mosaka? On va vous dire, c'est Mafoula. Mais vous m'envoyez à Mosaka, je vais vous poser une question. Votre parti est-il vraiment bien implanté un peu partout au Congo ou simplement à Mosaka? Nous sommes dans... Alors là, c'est réducteur, monsieur. Je vous pose la question, vous ne me parlez que de Mosaka là. Soyez quand même, soyez un peu, permettez-moi, mais soyez raisonnable. Je suis raisonnable. J'ai un parti, ce parti est dans les 12 départements de notre pays, et donc vous ne pouvez pas aujourd'hui limiter le parti à Mosaka. C'est pas le fait. Je m'en tenais à votre phrase. Monsieur Post, c'est pas le fait que je vous ai dit que j'étais candidat à l'élection législative à Mosaka que vous allez réduire tout un parti au niveau de Mosaka. Parce que je ne peux pas me dupliquer, je ne peux pas être partout. Et donc, j'ai été à Mosaka parce que j'ai choisi Mosaka. Mais sinon, le parti
est implanté dans tous les 12 départements de notre pays. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous arrivez à Kinkala, et forcément, il y aura l'assaut. Vous serez le chéri qui va réveiller les foules. Hein. Je ne sais pas ce que vous cherchez avec votre question, mais je vais quand même vous dire une chose. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai fait un Mbongi Tour, moi. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je fais un Mbongi Tour. Depuis 2022, oui. je suis en train de circuler le Congo. Oui. Et la première destination, c'était Kinkala. Vous pouvez aller vérifier, vous allez voir qu'il y avait la foule là-bas. Donc, comprenez simplement que ici, vous êtes en train de parler à un homme politique qui a un parti. Avec des assises. Et ce parti-là est représenté, je le précise encore, est représenté dans les 12 départements. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les partis qui sont représentés, alors qu'on en a beaucoup dans ce pays qui n'ont pas cette représentation, qui n'ont pas des sièges comme l'exige la loi, mais nous n'avons pas notre récépissé parce que jusqu'à aujourd'hui, on doit attendre. Donc, vous exercez sans récépissé, c'est ça? Nous avons une attestation d'enregistrement. Oui, et nous devons attendre vous n'avez pas encore... Alors, ça encore, le problème de récépissé, je voudrais qu'on en parle là maintenant, parce que ça ne dépend pas de Mafoula. La bonne volonté de Mafoula et des souverainistes a été démontrée. Nous avons nos sièges, je vous dis, nous avons nos sièges. Oui. Vous pouvez regarder avec d'autres. Voilà. On en a déjà 10. Il nous reste simplement 2 départements. 2 départements pour avoir ce siège. Mais simplement parce qu'on a des problèmes avec aujourd'hui des responsables de ces loyers-là qui ne veulent pas donner leur loyer à un parti d'opposition. Mais combien de partis ici au Congo qui ont des récépissés, qui n'ont même pas un siège, qui n'ont même pas de militants, qui n'ont même pas de vie politique, qui ne contribuent en rien en ce qui concerne la vie démocratique de notre pays. Ça ne dépend pas de M. Mafoula. Voilà, ça dépend, peut-être la tête ne plaît pas. De l'administration. Ça dépend de l'administration. Parce que je peux vous dire que... Et c'est à dessein, à vous entendre. Bien évidemment, parce que je connais des partis qui ont des récépissés, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de militants. Ça, je le sais. Ah, vous exagérez un peu. Je n'exagère pas. Un parti sans militants? Je vous dis qu'il y a des partis qui n'ont pas de militants, qui n'exercent pas sur le plan démocratique. Vous ne les voyez pas en train de faire des déclarations, vous ne les voyez pas en train de prendre position lorsqu'il y a des questions brûlantes de la société. Oui. Mais ces partis-là ont des récépissés. Alors, posez-vous la question, comment eux, qui ne sont vraiment pas visibles, ont des récépissés, et nous, qui sommes visibles, qui avons déjà fait un énorme travail sur l'instauration de notre parti, pourquoi on n'a pas de récépissé jusqu'à présent? Je vais vous poser une question plus ou moins provocatrice, peut-être pas aussi. Ces partis-là, sauf si vous faites l'économie des mots, c'est des partis de l'opposition ou bien de la majorité? Ceux qui n'ont ni adhérents, ni siège, mais qui ont le récépissé. Vous me permettez aussi de vous demander d'aller regarder. Je ne suis pas ici pour parler de ces partis-là. Mais vous ne donnez pas les noms. Mais je vous dis, vous pouvez classer. Il y a des partis à l'opposition comme à la majorité qui n'ont pas de siège. Vous pouvez peut-être compter. Le minimum qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être 2. Mais alors que la loi exige 12 sièges dans les 12 représentation, départements. Nationale. Vous voyez? Alors, s'il y a un parti qui a 2 sièges ou qui n'a pas de siège, qui a un récépissé, et nous qui avons pratiquement 10 sièges, pourquoi on n'a pas de récépissé? Vous êtes les mal-aimés. Je ne sais pas, ça il faut demander au ministre de l'Intérieur. Qui ne vous porte pas, c'est ce qu'on peut dire. Je ne peux pas dire ça, mais je vous dis, allez-y demander, parce que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pour quelles raisons. Alors, je vais vous dire une chose. Allez-y. J'ai écrit au préfet DGAT. Il me demande, moi, de fournir les photos de mes sièges à l'intérieur. Voilà une demande. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai présenté mes sièges, j'ai présenté tous les documents qu'on a présentés au préfet. Les sièges. Et il y a des photos. Voilà, et ça, c'était à mon initiative. C'est-à-dire que j'ai mis des photos externes des sièges. Et le préfet DGAT m'écrit pour me dire on a besoin des images, des photographies de l'intérieur de vos sièges. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'intérieur, la loi ne dit pas ça. Dans la salle. Exactement. La loi ne demande pas ça. Il n'y a aucune disposition réglementaire qui demande cela. Alors, je me pose la question, pourquoi à moi, on va me demander une chose pareille? Je crois que si je réponds à cette demande, un jour, on va me demander aussi peut-être le salon ou les bureaux ou les chaises ou pourquoi pas l'acte de naissance de ma mère. Je vais passer simplement parce que je vois que ça commence un peu à réveiller un peu beaucoup nos tripes. Vous êtes à Brazzaville, nous sommes à Brazzaville, nous sommes au Congo.
je vais aller de façon elliptique. Si j'ai dit écaresser. Écaresser aujourd'hui, c'est une situation grave, une crise qui aujourd'hui, je veux dire, empêche les Congolais d'avancer parce que nous avons un réel souci d'électricité dans notre pays. Et je crois que vous ne faites pas partie des bénéficiaires de la gratuité, hein? Non, pas du tout. En tout cas, pas du tout. Et nous pensons que demain, si nous arrivons au pouvoir, il faut en tout cas supprimer tous ces privilèges que bénéficient, que les ministres bénéficient. Mais aujourd'hui, s'il faut dire que l'histoire de Eucarissé, c'est une histoire qui fait mal aux Congolais. Partie de la SNE, Eucarissé aujourd'hui. Non, mais parce que rendez-vous bien compte que le Congo a un problème d'emploi. Et je pense au plombier, je pense aux soudeurs, je pense aux électriciens, je pense à tous ceux qui tiennent des commerces, par exemple les femmes qui ont des salons de coiffure. Oui. Vous voyez, toutes ces personnes-là ne peuvent pas gagner leur vie parce qu'on a un sérieux problème d'électricité dans notre pays. Ah. Mais le problème d'électricité, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Eucarissé qui hier était SNE, aujourd'hui a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher la source. J'ai entendu tous ceux qui ont déjà parlé sur cette question. Mais la source de ce problème, c'est quoi? C'est la politique, la politique énergétique de ce pays, qui doit être définie par le PCT. Non. Mais exactement, mais parce que nous sommes dans un pays... Il y a un gouvernement, il n'y a pas que le PCT. Écoutez, je vais vous dire, l'exécutif est là. Il y a trois niveaux. Il y a le PCT, il y a le gouvernement, il y a le président. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut faire extrêmement attention, nous sommes dans un domaine stratégique. L'électricité est stratégique. C'est une question de souveraineté nationale. Exactement, l'électricité est liée à la question de sécurité, est liée à la question de la souveraineté. L'électricité est aussi liée à la question du développement économique. Forcément. Maintenant, si je vous dis que le premier problème vient de la politique énergétique du PCT, pourquoi? Parce que c'est le PCT qui est le parti au pouvoir. Et quand on a un parti au pouvoir, et ce parti au pouvoir doit définir la politique nationale sur un secteur donné, comme l'électricité. Il y a le programme du chef de l'État. Mais attendez, je vous dis, j'arrive. Le PCT se définit comme un parti de gauche, un parti social-démocrate. En réalité, dans le bagage idéologique du PCT, le PCT doit normalement rejeter toute idée de privatisation. Le PCT doit faire la promotion du secteur public, doit faire la promotion de la nationalisation, ce qui était le cas avec la Société nationale d'électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je ne sais pas par quel réveil du pragmatisme économique, le PCT se retrouve à privatiser les entreprises publiques. C'est ça peut-être le pragmatisme économique, tel que vous le dites. Attendez, je vais vous dire une chose. Le PCT n'est pas, en tant que parti de gauche, ne doit pas être dans l'économie de marché. Je suis de droite, je sais de quoi je parle. Mais on parle du programme du président. Écoutez, on ne devrait pas parler d'un parti. Mais parce que ce que vous ne savez pas, le président est qui? Le président est un membre du parti politique qui s'appelle le PCT. Élu par tous les Congolais. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Le PCT a une idéologie. Un parti ne fait pas des choses en dehors de sa vision. L'idéologie du parti PCT, c'est la gauche. Et la gauche, c'est la justice sociale. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Je suis étonné que les gens ne comprennent pas que ceux qui sont les agents EPRC... Mais le président n'a pas été... Le président n'a pas été voté que par le PCT. Les agents EPRC sont en train de faire ce que les militants PCT devraient faire. C'est-à-dire que éviter que cette entreprise soit privatisée de façon désordonnée comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'était le PCT. Le deuxième problème, c'est le problème du gouvernement. C'est ce gouvernement qui n'arrive pas à gérer notre pays. Là, je peux vous comprendre maintenant. Qui n'arrive pas à gérer notre pays. Pourquoi? Je vois la cohérence. Vous savez, le Premier ministre, quand il nous présente ces 12 batailles, il nous a parlé de la 12e bataille qui concernait la bonne gouvernance. Mais ça veut dire quoi, la bonne gouvernance? Ça consiste aussi à écouter et à dialoguer avec. Mais un projet comme ça, avec les concessions et l'affermage, personne n'a discuté avec les syndicalistes. Vous voyez très bien que comment on peut parler d'une bonne gouvernance et faire tout le contraire de ce qu'on a dit. C'est-à-dire nous avons des gens qui nous dirigent, qui font ce qu'ils ne disent pas et qui disent qu'ils ne le font pas. Et le président de la République, son problème c'est quoi? C'est que c'est lui qui décrète. Quand vous regardez le décret sur l'affermage. Vous êtes sûr que les syndicats n'ont jamais été... Mais les syndicats l'ont dit. Les syndicats l'ont dit, ils n'ont jamais été associés. Et ça, vous pouvez vérifier auprès des syndicalistes. Mais le problème du président, c'est lequel? C'est que c'est lui le responsable à la fin
Pourquoi? Parce que c'est lui qui décrète, c'est lui qui signe. Mais comment un président de la République qui doit signer un décret pareil, tout en sachant que lui-même, il dit dans ses projets qu'il veut de l'électricité à moindre coût et disponible pour tout le monde. Alors que ce projet-là, avec la concession, avec l'affermage, on ne peut pas avoir l'électricité à moindre coût. Ouais. Donc, vous voyez que nous avons un président aujourd'hui qui, en réalité, est l'auteur de la dilapidation de ce qui revient à la nation. Parce que hier, nous avions la Société nationale de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons EKRC, c'est-à-dire qu'on a ouvert le capital. Est-ce que ce n'est pas au nom de ce pragmatisme que vous avez évoqué ici? Attendez, vous parlez du pragmatisme économique. Oui. Je vais vous dire ce que ça veut dire, le pragmatisme économique. Allez-y. Quand on ouvre le capital d'une entreprise pareille, c'est que l'État doit toujours avoir ce contrôle, la maîtrise de l'entreprise. Mais le problème qui se passe, c'est quoi? On ouvre un capital pour que les investisseurs arrivent. On ouvre un capital pour que l'actionnaire travaille. Mais le problème, c'est qu'on a ouvert le capital d'une entreprise publique essentielle, stratégique, pour que les actionnaires arrivent. Mais qui sont ces actionnaires-là? Vous allez trouver, si ce n'est pas les gens du PCT, vous allez trouver les membres de la famille du président. Vous avez les preuves. Vous voyez très bien. Mais je vous dis, écoutez, on ne va pas passer toute cette émission à parler de ça, mais vous pouvez, aller regarder. Les actionnaires de EKRC, vous allez trouver que ce sont des gens qui sont dans des cabinets ministériels, ce sont des gens qui sont dans des ministériels. Donc, loin des sociétés qui avaient déjà, selon les critériums annoncés, qu'il devrait y avoir plus de 10 ans. C'est loin de tout ceci. Écoutez, allez-y vérifier. Vous allez voir que derrière, même le management de ces entreprises-là, vous allez trouver, si ce n'est pas le PCT derrière, c'est les membres de la famille du président. Un pays ne peut pas être avancé comme ça. Et vous savez très bien que l'électricité, c'est essentiel, c'est stratégique. Mais quand vous prenez l'histoire avec la Sonelec, cette société où on a vu le Premier ministre avec son ministre Wosso en train de signer des accords avec une société qu'on nous a dit que c'était une filiale de la Société sénégalaise de l'électricité, alors que c'était archi faux. Est-ce que vous trouvez ça logique que nous, citoyens, on regarde la télé, on regarde notre Premier ministre en train de dire « oui, voilà, on a un contrat », on nous dit que c'est une filiale de la Société sénégalaise, et en réalité, ce n'est pas ça. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Nous avons, permettez-moi, nous avons un gouvernement dangereux qui ne fait pas avancer le pays, mais qui creuse davantage les problèmes et qui, permettez-moi encore, qui aujourd'hui provoque de la colère sociale. Et nous ne pouvons pas avancer. Vous avez eu la chance de lire ce texte? Écoutez, déjà, ces accords-là ne sont pas disponibles pour tout le monde. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais je crois qu'ils vont le faire. Parce que cette histoire, il me semble que ça a été arrêté au niveau du Parlement avec le président Mvouba, qui a demandé à ce que... Il me semble, tout le monde a suivi, c'était en direct. Mais ça, c'est verbal encore. Ça, c'est verbal. Il faut faire extrêmement attention avec les gens du PCT. Ils peuvent dire des choses comme ça et puis derrière, ils continuent. Donc, voilà, on a un problème qui dépasse les Congolais. Mais aujourd'hui, tiens, nous sommes les victimes. Nous sommes les victimes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'électricité, donc on a un problème de sécurité, on n'a pas d'électricité, on a un problème pour manger, pour travailler, et penser à tous ces Congolais qui travaillent avec de l'électricité pour comprendre qu'en réalité, cette situation ne fait que provoquer la colère sociale. Il y a quand même cette frange des Congolais qui pensent que ces syndicalistes sont fourbes, ils sont peu honnêtes, tout simplement parce qu'ils connaissent les réalités de leur société, ils savent combien nous les consommateurs, eux-mêmes y compris d'ailleurs, avons des sérieux problèmes, mais aucune fois, ils se sont levés pour dénoncer. Curieusement, voilà, parce que c'est mon pain, il faut que je hausse le ton. Chacun a le droit de considérer les choses comme... Mais moi, aujourd'hui, je veux saluer le courage et la détermination des agents EKRC qui se battent pour le service public, parce que je pense qu'eux, ils ont compris, contrairement au gouvernement, eux, ils ont compris qu'il n'y a pas de république sans service public. Et le service public n'a pas vocation à être marchand, vous voyez. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait dans la marchandisation du service public. Tout est cher, tout est ouvert pour que les Congolais puissent encore payer plus cher. Mais avec quel pouvoir d'achat? Vous voyez, donc moi aujourd'hui, écoutez, je soutiens la démarche des agents EKRC, je soutiens et je défends aussi avec eux
le combat qu'ils sont en train de mener avec les organisations syndicales. Je crois que ce sont les seuls aujourd'hui qui montrent la démarche qu'il faut sauver cette entreprise. Et je pense qu'il faut demain, si nous arrivons au pouvoir, bien évidemment, on va faire l'audit de cette entreprise parce qu'il y a quand même un besoin impérieux qui est là. Auditer cette entreprise pour voir exactement ce qui se passe. Maintenant, lorsqu'on va auditer avec les résultats, ce que nous allons faire, c'est voir si on va renforcer son statut actuel ou peut-être revenir à son caractère national d'avant. Je peux en arriver au bilan. Quand même, vous n'allez pas être aussi totalement négatif. Ce gouvernement travaille. Alors, ce gouvernement, vous pensez qu'il travaille, mais j'ai juste envie de vous dire quels sont les résultats. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui le gouvernement travaille alors que nous avons un problème avec l'hôpital. Vous savez combien... on en trouve partout aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous pouvez vérifier à Brazzaville. Prenez la morgue ici. Municipale de Brazzaville. Allez-y à la morgue de Talangaï, de Makelekele. Vous allez vous rendre compte que dans la semaine, on peut enterrer 1000 Congolais. Qu'est-ce qui se passe dans un pays pareil? Si vous pensez que le gouvernement est en train de travailler, pourquoi on va enterrer 1000 personnes? Faites le tour de... Vous exagérez, 1000 personnes par jour? Je n'ai pas dit par jour, par semaine. Faites le tour de Brazzaville, vous allez voir des banderoles partout. Les gens meurent. Pourquoi les gens meurent? Si les gens meurent, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous me dites que le gouvernement est en train de travailler. Mais non, le bilan de ce gouvernement est catastrophique. Non, je vous ai posé la question. Mais le gouvernement ne travaille pas. Après, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Mais il y a aussi des indicateurs qui expliquent mieux le problème de notre pays. Vous savez, quand vous prenez l'indice sur l'état de droit, nous, le Congo, nous occupons la 118e place sur 139 pays. C'est grave. Ça veut dire que c'est les bas-fonds. C'est vraiment du rebut. Alors, vous prenez les droits fondamentaux, on occupe, je crois, la 122e place sur 139 pays. Alors, vous prenez l'IDH, vous regardez, vous prenez, par exemple, le taux de pauvreté dans notre pays, on est à pratiquement 50%. Vous prenez la dette de notre pays, qui atteint 99%. Ce sont des chiffres que je vous donne, monsieur. Ce sont des chiffres. Nous avons une dette de 8 000 milliards. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ça veut dire que, quelque part, il y a une mégestion. Et il faut avoir le courage de reconnaître que le pays ne va pas bien. Nous avons un gouvernement de bras cassés qui ne sont pas capables, qui ne sont pas à la hauteur des attentes des Congolais. Malheureusement, ce gouvernement a été encore reconduit. Et bien ça, c'est le président qui pense qu'il y en a qui doivent être toujours perchés au gouvernement, qui ne change pas. Parce que pour le président, c'est que on ne change pas l'équipe qui perd. Alors que dans la normalité des choses, lorsqu'une équipe perd, on change l'équipe qui perd. Et donc, je peux vous garantir, et ça, vous pouvez demander aux Congolais, que ce gouvernement est un échec pour ce pays et il est même dangereux. Vous reconnaissez que depuis l'année dernière, il y a un projet à hauteur de 133 millions de dollars, ce qui fait 84 milliards de francs CFA, qui accompagne les personnes vivant avec handicap, les personnes vivant seules, les pauvres. Voilà, ça vous le savez, j'espère. Hein. Écoutez, vous me parlez des chiffres, vous me parlez d'un projet, moi je vous parle de la réalité. Mais attends, c'est depuis l'année dernière, c'est une réalité. Non mais la réalité aujourd'hui, monsieur Posse, vous pouvez aller en ville, vous allez voir des personnes vivant avec handicap. Leur situation n'a pas changé. Ils ne vous diront pas que ma situation a changé. J'ai discuté avec les personnes vivant avec handicap. J'ai eu une rencontre où je les ai écoutés. Je peux vous garantir que la situation, elle est catastrophique. Ces personnes vivant avec handicap attendent des solutions à leurs problèmes. Et nous sommes là en train de travailler pour apporter des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas les théories que vous êtes en train de nous dire. On n'a pas besoin de théories. Je vous ai dit, ce gouvernement fait ce qu'il ne dit pas, il dit ce qu'il ne fait pas. C'est ce qui se passe. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rejeter un projet qui est déjà en exécution. Mais je ne rejette aucun projet. Moi, je vous parle des réalités. Moi, je ne vous parle pas Et en plus, c'est avec la Banque mondiale. Mais écoutez, il y a combien... Vous savez qu'avec la Banque mondiale, c'est quand même sérieux. Monsieur Ponce. Oui. La Banque mondiale, elle est sérieuse. Oui. Le gouvernement n'est pas sérieux. D'accord? Et moi, je peux vous garantir que dans ce pays, il y a des gens qui se sont retrouvés dans le quota des recrutements des enseignants qui ne sont pas enseignants.
Si vous le savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, les Congolais vont vous dire. Et s'il y a une chose qui se passe comme ça, vous croyez vraiment que l'argent qui est destiné aux personnes vivant avec handicap va être utilisé simplement pour des personnes vivant avec handicap? Ce qui n'est pas possible parce qu'il y a la forte implication. Il y a la forte implication. Alors, vous croyez à ce que vous voulez, mais moi, je vous parle de la vérité. Vous pouvez aller consulter les Congolais. Ce que je dis, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je vous ai dit que j'ai discuté avec des personnes vivant avec handicap. J'ai fait Mbongi Tour avec les personnes vivant avec handicap. J'ai discuté avec eux, je comprends et je sais ce que ces personnes vivent. Attention, ce sont des personnes qui sont fragiles. Et lorsque vous dites des choses comme ça, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se déplacer, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à se loger. Donc, c'est une question sérieuse. Et lorsque vous me parlez comme ça, moi, je vous dis encore que nous avons un gouvernement qui dit et qui ne fait pas. Et quand il fait, c'est pas ce qu'il avait dit. Est-ce que vous faites là une sorte d'opposition qui consiste à tout rejeter? Non. Vous reconnaissez que quelque part, il se fait quelque chose. Mais bien évidemment. Par exemple. Ce qui se fait, c'est qu'il y a un gouvernement, mais qui fait rien. Alors, dites-moi, vous qui êtes à l'opposition, comment vous appréciez cette proposition d'une modification de la Constitution de M. Basseïla, la vice-présidence? C'est pas mauvais, ça. Non, mais écoutez, non. Alors, attention, il y a des gens qui... même aux États-Unis, la Constitution, il y a des amendements qui se font année après année. On n'est pas aux États-Unis. Je crois que quand vous regardez la durée de vie de la Constitution des États-Unis, vous n'allez pas comparer cette durée de vie. Qui a souvent eu des amendements, des années après année. Ici, nous avons eu des changements, d'accord? Et à la tête, le président de la République. Ça encore, c'est lui. Quand vous voyez des gens sortir comme ça pour commencer à lancer des ballons d'essai, parce que c'est ça en réalité, c'est tout simplement parce que ça, c'est pas le PCT, c'est l'opposition. Non. Écoutez, le PCT a toujours fonctionné comme ça. Souvenez-vous. Ça, c'est l'opposition. Basseïla. Souvenez-vous. Je connais pas M. Basseïla. Voilà, moi, je l'ai vu. Non, mais je vous dis, je le connais pas vraiment. Je l'ai vu avec sa proposition. Mais je peux vous garantir que M. Basseïla se trompe. Parce que s'ils veulent un poste, en réalité, c'est un poste de fils Premier ministre, c'est pas un poste de vice-premier ministre qu'il veut, c'est le fils Premier ministre parce qu'il y a des velléités. Non, lui, il parle de vice-président, voilà. Un peu comme chez les Américains. Oui, mais vice-président, voilà, mais on est en train de regarder neveu président ou fils président. Voilà, ces postes-là. Tout propos tenu sur ce plateau, c'est devenu le refrain sur ce plateau. Je suis responsable. Voilà, n'engage que son auteur. De ce voilà. que je dis. Voilà. Alors, donc, c'est simplement pour vous dire une chose. Est-ce que ce monsieur-là n'a pas remarqué qu'on avait une constitution qui avait permis à ce que nous ayons un Premier ministre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une crise au niveau de l'exécutif? Est-ce que les deux têtes de l'exécutif ne s'entendent plus pour qu'aujourd'hui on dise non, on n'a plus besoin d'un Premier ministre, on a maintenant besoin d'un vice-président? Mais le changement de la Constitution de 2022, c'était aussi cette idée de dire non, il faut aller vers le changement de la Constitution parce que nous aurons besoin maintenant d'un Premier ministre. Alors, combien d'années? De 2015 à aujourd'hui, 10 ans seulement. Et là, ça y est, on a fini. Vous vous désolidarisez de Basseïla. Mais je n'étais même pas solidaire de lui. Mais l'opposition, quand même. Mais non, mais attendez. Vous avez aussi votre synergie à savoir créer. Non. C'est pas ça. Je vous dis, je le connais pas, ce monsieur. Moi, je le connais pas. C'est pas que je suis en train de le minimiser. Je le connais pas. Et moi, l'opposition que je connais, c'est l'opposition qui défend les Congolais, pas l'opposition qui crée des passerelles pour que on essaye d'encenser le pouvoir. Parce que ça, c'est encenser le pouvoir. On ne peut pas aujourd'hui venir dire non, on a besoin d'un vice-président de ce pays. Mais le Premier ministre, Colin Makosso, quand il l'entend, il va se dire celui-là, il veut plus que je sois là. Mais on n'a pas besoin. Il n'y a pas une crise. Peut-être qu'il est d'accord lui-même. C'est un constitutionnaliste. L'exécutif qui aujourd'hui peut justifier cette idée d'aller réviser la Constitution pour créer un poste de Premier ministre. Mais je pense que ça, il peut le garder. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais aujourd'hui ont besoin qu'on règle leurs problèmes. Dame Fla, dites-moi, vous serez candidat à la prochaine présidentielle? Je vous le dirai. Vous hésitez? Vous n'êtes pas prêt? Peut-être que vous n'avez pas encore les moyens. 25 millions, c'est pas facile. Hein. Oui, ça, je suis au courant que 25 millions, c'est pas facile. Mais croyez-moi que j'ai déjà été candidat à l'élection présidentielle en 2021. Oui. J'ai eu ça. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, ce que les gens ne savent pas.
C'est-à-dire, quand j'ai un projet dans la tête, je peux déjà... Les gens ne savent pas que vous êtes très organisé. Mais tout le monde et ne que peut pas savoir. Vous savez trouver les moyens de votre politique. Tout le monde ne peut pas savoir comment est-ce que je m'organise. C'est pas possible. Les gens ne vivent pas, les Congolais ne vivent pas chez moi. Non. Les Congolais me suivent à la télé. Oui. Et moi, je dis aux Congolais aujourd'hui que je suis quelqu'un de très organisé. C'est-à-dire, lorsque j'ai un projet, alors je travaille pour ce projet. Comme quoi, un économiste, c'est de trouver les moyens. Heureusement que je suis économiste. C'est-à-dire que depuis tout petit, le lycée jusqu'à l'université, je n'ai fait que ça. L'économie. Et donc, je comprends ce que ça veut dire lorsque on a Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, à part la politique? Lorsqu'on a besoin de financement, je vais vous répondre, mais lorsqu'on a besoin d'un financement, un économiste sait ce qu'il faut faire pour avoir de financement. Ça, je peux comprendre. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, moi, je suis dans les affaires. Et ça, depuis très longtemps, pas aujourd'hui. Écoutez, je vais vous dire une chose que les gens ne comprennent pas. Parce que beaucoup veulent bien s'attaquer sur ce terrain-là. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé. J'ai une expérience de plus de 10 ans. 10 ans. Voilà. Mais j'ai une formation de base qui est l'économiste. J'ai fait l'économie de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais créer une entreprise. Et donc, aujourd'hui, moi, j'avais décidé d'arrêter avec mon CDI. J'ai travaillé chez Nespresso en tant qu'expert café. J'étais chargé de la formation chez Nespresso parce que j'ai formé les vendeurs. J'étais en B2B, les gens qui ont fait télécom comprennent ce que je veux dire, en B2C, en B2B. Je comprends quand même, moi aussi. J'ai arrêté ce travail, j'ai arrêté ce CDI. Pour se consacrer à la politique. Parce que mon pays a besoin des gens qui vont se lever pour résoudre ces problèmes. Alors, et mon travail à côté, et le combat politique pour le peuple, j'avais choisi le combat politique tout en sachant que quelque part, j'ai mes entrées qui vont me permettre de vivre. Voilà. Mais pour quelqu'un de bien ordonné, jusqu'à maintenant, vous ne savez pas si vous serez candidat? Je veux simplement. Ou peut-être à l'opposition, comme d'habitude, vous irez en disperser. Ce n'est pas une obsession pour moi d'être candidat. Et si vous voulez que je vous dise que le mot obsession, c'est vous qui l'employez. Si, bien évidemment, ça je le sais. C'est sorti de ma bouche. Si vous voulez que je vous dise que je serai candidat, c'est pour vous satisfaire, vous. Mais non, moi, je travaille encore et je saurai, s'il faut que je sois candidat, je l'annoncerai aux Congolais. Sinon, vous allez soutenir, sinon vous allez soutenir un candidat de l'opposition. Aujourd'hui, parler de candidature. Monsieur Mafula a été candidat, donc si demain je suis candidat, ça ne va étonner personne. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler. Pour moi, le travail d'un projet est important. Après, on verra. Je le dirai, bien évidemment. Monsieur Mafula, je crois que ça nous concerne juste en face, en RDC, du côté de Goma. Ce que je ne saurais citer ici, c'est pas facile là-bas. Ça se passe très mal. Voilà. Écoutez, on parle de la guerre, mais je veux éviter le mot. Il y a un conflit, il y a un conflit. Il y a un conflit, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Et vous en êtes un politique, puis toi et moi, on a des parents à Kinshasa. Moi, je ne le cache pas, en RDC. Donc, écoutez, on est concerné. On est un pays frère. Oui. D'accord. Oui. Le Congo-Brazzaville est un pays frère du Congo-Kinshasa. Oui. Et ce qui se passe là. Chez les voisins, nous concerne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la RDC, c'est un pays qui a quand même 9 frontières. Donc, s'il y a un problème en RDC, je crois que nous serons les premiers à être touchés. Forcément. Parce que s'il y a un problème à Kinshasa, les Congolais de la RDC viendront ici, tout comme chez nous. Quand nous avons eu un problème ici, et cela nous affecte. Les Congolais se sont retrouvés à Kinshasa. Donc, c'est pour dire que dans cette histoire de conflit entre la RDC et le M23 soutenu par le Rwanda, moi, je soutiens le peuple frère. Je soutiens aujourd'hui le gouvernement de la RDC dans son combat. Je dis ma solidarité. Ce que le pouvoir en place n'arrive pas à faire. Je ne sais pas pourquoi, mais le président ne veut pas donner une position vis-à-vis de cette situation. Alors que la guerre... Il est pour le dialogue quand même. Attendez, il l'a dit. Écoutez, on est tous pour le dialogue, mais à un moment donné, il faut prendre position. Pourquoi il faut prendre position? Parce que il faudrait qu'à un moment donné, que le Rwanda se rende compte qu'il n'est pas normal son appui au groupe armé M23. Mais attendez. Position, c'est aller à la guerre. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut dire les choses clairement, il faut donner sa position.
Mais la position est celle du dialogue. Ça, c'est pas une position. Aujourd'hui, les grandes nations ont donné leur position. Le Canada, aujourd'hui, a donné sa position vis-à-vis du Rwanda. L'Allemagne aussi. Il y a eu un conseil national, conseil de sécurité au niveau de à peine quelques jours, pour ne pas dire depuis hier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sanctionné le Rwanda. Alors, si les autres le font, pourquoi nous ne pouvons pas le faire, surtout pour un pays frère? Moi, aujourd'hui, je dis que ce qui se passe en RDC, le Rwanda a une grande responsabilité. Il faut que nous puissions afficher notre soutien, notre solidarité au peuple frère et condamner le Rwanda dans ses agitations. Dave Mafoula, une question qui n'aurait pas fait l'objet ici, que vous auriez voulu que j'amène sur ce plateau. Nous sommes arrivés presque au terme de notre entretien. Pour ne pas dire votre dernier mot. Pendant que nous étions en train de parler, vous me parliez des gens qui me titillaient, je crois. Mais écoutez, je veux simplement vous dire une chose. Vous savez, moi, je fais un Mbongui-Tour. Qui aime bien Chati? Non, c'est pas de l'amour, ça. Ce qui se passe, c'est pas de l'amour. Moi, j'ai fait un Mbongui-Tour. Oui. D'accord? De septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, je continue à aller à la rencontre des Congolais. Pour écouter les problèmes des Congolais. Pour chercher à savoir comment ça va se passer. Donc aujourd'hui, je suis occupé, vraiment trop occupé à penser comment résoudre les problèmes de notre pays, comment redresser notre pays. Et donc, je veux simplement vous dire que les gens qui parlent, enfin, je n'ai pas vraiment le temps à consacrer au gazouillis qui se passe de gauche à droite me concernant. Mais je veux aussi dire aux gens qui pensent me connaître, c'est que il ne faudrait pas que certaines personnes ne puissent manifester comment je peux dire, leur imagination en pensant que ce sont des faits. Et moi, je ne suis pas un homme politique qui a fleur de peau. Pas du tout. J'ai un caractère vraiment très fort. Les gens qui me connaissent le savent très bien. Avoir la peau dure. Voilà. Je n'ai pas une sensibilité fragile que les gens peuvent penser. Moi, le plus important pour moi, c'est que il faut résoudre les problèmes de Congolais. Nous sommes là pour résoudre les problèmes de Congolais. Nous sommes là pour dire à ce pouvoir que vous avez échoué. Et aujourd'hui, il faudrait que les Congolais Je vous entends, une question me vient à l'esprit. Résoudre les problèmes de ce pays. J'ai comme l'impression que vous êtes presque un puits de bonnes intentions. Pourquoi vous n'organisez pas, par exemple, des masterclass, des séminaires poussant les jeunes, comment trouver l'emploi et comment faire pour s'organiser? Pourquoi vous ne le faites pas? Je suis un président d'un parti politique. Économiste? Vous allez me demander... Comment ne pas les aider? Attendez, 2 secondes. Allez-y. Ce n'est pas parce que je suis économiste que je vais aider les jeunes. Je crois que si... il faut les accompagner, les jeunes. Attendez. Laissez-moi avancer. Je ne dis pas que je ne peux pas aider les jeunes. Ce que je fais, c'est aussi aider les jeunes. C'est aussi. C'est-à-dire que je me bats pour qu'il y ait un changement. Parce qu'en réalité, dans ce pays, on a trompé tout le monde. On a trompé les jeunes avec l'année de la jeunesse. On a trompé le Congolais avec l'émergence en 2025. On a trompé les Congolais avec la diversification économique. Diversification de l'économie. Vraiment trompé les Congolais. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, si c'était effective, les Congolais allaient se retrouver avec un morceau de pain sous la dent. Voilà, de quoi vivre leur vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je mène ce combat et ce combat est inscrit dans le cadre de, peut-être pas d'aide. Non, pas d'aide, dans le cadre du changement de notre pays. Parce que demain, si nous Vous parlez du changement des mentalités? Non, je parle du changement physique, économique, du personnel politique. Si nous arrivons demain au pouvoir, nous allons nous atteler à créer des conditions pour que ces jeunes-là puissent avoir de l'emploi. Parce que c'est le plus important dans ce pays, parce que nous avons des jeunes qui n'ont pas d'emploi et je vois comment est-ce que le gouvernement essaye d'attaquer même les jeunes pour dire qu'ils ne sont pas responsables. Mais moi, je le dis ici, les jeunes, ils veulent bien être responsables, mais quel est le travail que le gouvernement fait derrière? Ils sont sans béquille. En tout cas, nous vous disons merci. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau de TV Postcast. Merci à vous de m'avoir invité. On peut se serrer la main. Bien évidemment. Merci. OK. Ah, mais... Bon...